Le 17 mai 2018, Daniel Brault, un jeune retraité de 64 ans, navigue seul à bord de son voilier. Il est parti il y a une semaine des Caraïbes pour traverser l'océan Atlantique en direction de la Bretagne. Jusqu'ici, tout s'est bien passé, mais ce matin, alors qu'il se repose sur sa couchette, il est brusquement propulsé en avant et en une fraction de seconde, il se retrouve au sol. Immédiatement, Daniel comprend que son voilier a heurté quelque chose. Lorsqu'il se relève, il voit à travers le hublot son mât qui est en train de tomber. Celui-ci s'est cassé au niveau du premier étage des barres de flèche. Daniel se précipite sur le pont où règne un chaos absolu. Ce n'est que câbles et cordages entremêlés. Le mât, retenu par ses haubans, cogne violemment contre la coque au risque de l'endommager. C'est le début de l'aventure vécue par Daniel, qui verra la victoire de la patience et de la persévérance face aux épreuves de l'océan. Je vous propose de découvrir l'histoire de ce marin qui, à force de volonté, a mis 7 semaines pour traverser l'Atlantique sous gréement de fortune. Daniel a 64 ans et il navigue depuis 1981 entre la Bretagne Nord, la Bretagne Sud et les îles anglo-normandes. Depuis qu'il est à la retraite, il a élargi son terrain de navigation à l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, Madère, les Canaries et les Caraïbes. En 2017, il quitte la Bretagne pour un tour de l'Atlantique en solitaire à bord de son Feeling 346. Il descend tranquillement sur l'Espagne, puis longe les côtes du Portugal, rejoint Madère, puis les Canaries, où il retrouve des amis sur l'île d'El Hierro. Ensuite, il fait cap sur l'archipel du Cap-Vert, où il passe le 1er de l'an. Fin janvier, il quitte le Cap-Vert pour une traversée de l'Atlantique vers les Antilles, où il arrive à Sainte-Anne en Martinique le 18 février. C'est ici que sa fille et son gendre le rejoignent pour faire un peu de cabotage en Martinique, Dominique, Guadeloupe. Après un mois de croisière en famille, il se retrouve de nouveau seul. Il reprend rapidement ses habitudes de navigateur solitaire et continue d'explorer les Antilles jusqu'au 10 mai 2018, où il quitte Pointe-à-Pitre pour la traversée retour en direction des Açores. Une semaine après son départ, il reporte sur sa carte sa position. Et d'après celle-ci, il a parcouru environ 722 000 depuis le départ, ce qui lui fait une moyenne d'un peu plus de 4 nœuds. Aujourd'hui, il espère améliorer cette moyenne car les conditions météo ne sont pas mauvaises. En effet, il y a à peu près 20 nœuds de vent, ce qui permet au bateau qui porte toute sa toile de maintenir une vitesse de 5 à 6 nœuds au bon plein. À 10 heures, après avoir fait comme chaque matin un petit tour sur le pont, il est de retour à l'intérieur du bateau et s'installe confortablement sur sa couchette pour bouquiner. Lorsque soudain, le bateau s'arrête. Ce n'est pas un choc violent, comme s'il avait tapé un conteneur ou quelque chose de solide, mais l'arrêt est net et suffisamment brutal pour qu'il se retrouve couché sur la banquette. Lorsqu'il se relève, il voit son mât qui est en train de tomber. Celui-ci s'est brisé au niveau du premier étage des barres de flèche. En état de choc, Daniel se précipite sur le pont et fait un tour d'horizon, espérant apercevoir ce qu'il vient d'heurter. Mais il ne voit que des vagues qui s'étendent à perte de vue. Il ne saura certainement jamais ce qu'il a percuté, mais il pense que c'est un cétacé. En effet, le bateau s'est arrêté d'un seul coup, mais pas comme s'il avait heurté un rocher ou un conteneur, mais plutôt comme s'il avait talonné sur un banc de sable, ce qui est bien sûr impossible avec 4000 mètres de fond. Immédiatement, Daniel essaie de remonter ce qui reste du gréement à bord, car même si ce n'est pas un jour de tempête, il est impressionné de voir le mât qui vient taper contre la coque au risque de la perforer. De toutes ses forces, il tire sur l'espar brisé, mais c'est peine perdue. Cet amas de câbles, de voiles et de morceaux de mât est bien trop lourd pour être remonté à bord à la seule force des bras. Daniel passe alors un cordage autour du mât qu'il reprend au winch et doucement il le ramène. C'est comme cela que petit à petit il réussit à tout rapatrier à bord. D'abord le mât en 2 morceaux, puis la baume et enfin les voiles. À 18 heures, tout est sur le pont, en vrac mais à peu près bien assuré. Après avoir bien vérifié qu'aucun cordage ne traîne plus dans l'eau, Daniel démarre le moteur, met le pilote et
et fait cap sur les Açores. Puis, il s'écroule sur sa couchette et sombre dans un sommeil agité de 1000 questions. Ce n'est que le lendemain matin qu'il commence à faire le tri dans tout ce qu'il a pu sauver. Il regarde ce qui pourra lui servir ou non. Le génois, qui était pratiquement neuf, est entièrement déchiré. La grand voile est un peu esquintée, mais utilisable. Il décide de garder son mât jusqu'au premier étage de barre de flèche, sa baume et la grande voile. Malheureusement, il n'y a rien d'autre qui pourrait lui servir, et il balance le reste à l'eau. Dans l'après-midi, il aperçoit à quelques milles un cargo qui fait route vers l'ouest. Daniel se saisit de sa VHF portable et essaie de rentrer en contact avec lui pour qu'il prévienne sa famille, car il n'a pas de téléphone satellite. Rapidement, il obtient une réponse. Il explique la situation à l'officier de quart qui s'engage à informer les proches de Daniel que tout va bien à bord, qu'il y a eu de la casse sur le bateau et qu'il aura beaucoup de retard à son arrivée aux Açores, mais qu'il ne s'inquiète pas. Rassuré d'avoir pu prévenir ses proches, Daniel continue sa route vers Horta, en sachant très bien que cela risque d'être long. Mais tant que la situation est maîtrisable, ça va. Il ne se sent pas en danger et se sait à peu près à l'abri d'un gros coup de vent. Il reste environ 1500 milles à parcourir pour rejoindre les Açores, ce qui demande d'ordinaire 12 à 15 jours de navigation. Mais avec un gréement de fortune, cela risque de prendre beaucoup plus de temps. Daniel fait donc le point sur les réserves d'eau et de nourriture. Heureusement, de ce côté-là, il n'a rien à craindre. Il n'avait pas prévu le dématage, mais il compte toujours assez large, surtout en eau, et il doit pouvoir tenir au moins 2 mois. En gazole, il a son réservoir de 90 litres plein, plus 30 litres en bidon, soit de quoi faire tourner le moteur pendant 2 jours et demi. Il prévoit de garder 10 litres de gasoil en cas de nécessité, car il n'est pas impossible qu'il faille éviter la côte ou un bateau. Dans ce cas, il pourra aussi toujours compter sur cette réserve. Daniel profite de ce laps de temps où le bateau est propulsé par le moteur pour essayer d'établir un gréement de fortune, mais tout seul, ce n'est pas évident. Dans un premier temps, il pense que ce sera simple. Il fixe des cordages en tête du morceau de mât récupéré et fait des renvois sur les poulies fixées sur le pont. Prend son mât sur l'épaule et essaie de le redresser. Mais emporté par le poids de l'espar, il manque de partir par-dessus bord avec lui. Il faut se rendre à l'évidence, il ne sera pas possible de réussir de cette façon. Il lui faut trouver une autre solution. Le lendemain, il confectionne une chèvre avec son tangon et le reste de son guide d'enrouleur, mais cela ne fonctionne pas comme il veut. Il pose sa chèvre au pied du mât, mais comme elle n'est pas assez haute, il ne peut pas mettre son mât directement dans le pied et il est obligé de le poser pratiquement sur le hublot avant. Le jour suivant, à l'aide de renvoi, il arrive à peu près à monter son mât à la verticale. Et ensuite, il lui faut aller au pied de mât pour le pousser un peu vers l'arrière dans son emplacement. Et le temps qu'il revienne dans le cockpit, le pied n'est plus en place. Chaque jour a son lot de surprises. Une fois, c'est la chèvre qui s'ouvre en deux, ce qui fait retomber le mât. Une autre fois, c'est un coup de houle qui provoque la perte de la baume. Elle était le long du bastingage, bien bloquée. Mais par moments, il y a des trains de houle venus de nulle part qui bousculent le bateau. Daniel, au pied du mât, attendait que ça se calme pour continuer son travail. Mais comme il n'avait plus de moteur, le bateau s'est mis à moitié en travers, ce qui a amplifié le roulis. Il a alors entendu du bruit derrière lui et s'est retourné, juste à temps pour voir la baume partir par l'avant du bateau et tomber à la mer. Après plusieurs jours d'essais infructueux, Daniel est fatigué et démoralisé. Il se demande s'il va réussir à établir son mât sur le pont. Le doute l'envahit. Il hisse son tourmentin sur la chèvre et retourne dans sa cabine regarder une vidéo. Complètement dépité. En reprenant le travail au matin, Daniel se rend compte que c'est la chèvre qui s'est mal placée et qu'en la reculant presque à l'entrée du roof, il pourra mettre son mât directement dans son support. Cette fois, il prend tout le temps qu'il faut, fait tous ses renvois sur le piano et monte le mât sans bouger du cockpit. C'est-à-dire qu'il contrôle à distance les cordages qui servent de haubans. Celui qui sert de patara et celui pour les tais. Il laisse un peu de mou dans les haubans, tire sur la chèvre un petit peu jusqu'à ce que se tendent les haubans, reprend les tais, relâche un peu les haubans et ainsi de suite. Au bout de 3 heures de manipulation, le mât se dresse enfin sur le pont. Daniel pousse un grand ouf de soulagement avant de raidir l'ensemble. Il hisse le tourmentin devant. À l'arrière, puisqu'il n'a
plus de baume, il prend son tangon et enroule la base de sa grand voile autour. Puis, il hisse le reste jusqu'à la tête de mât. Enfin, il bricole une écoute et la voile se gonfle. Il aura fallu 5 jours à Daniel pour parvenir à ce résultat. Avec ce gréement, le bateau n'avance peut-être pas très vite, mais ça lui permet de garder un cap. Daniel a réglé un problème, mais il a encore un souci. C'est qu'ayant dématé, il n'a plus d'AIS et l'antenne de celui-ci se trouve en tête de mât a disparu avec lui. Il va donc désormais devoir faire sans cet appareil essentiel à sa sécurité. En effet, il lui permettait d'être alerté en cas de route de collision avec d'autres bateaux. Alors, la nuit, il doit désormais se réveiller toutes les heures pour surveiller l'horizon. Mais heureusement, il y a toujours un pilote, un panneau solaire et une éolienne. Donc, il n'aura pas à barrer et ne manquera pas d'énergie. De plus, la mer est très généreuse avec lui. En effet, son bateau se déplace lentement, ce qui fait qu'il se trouve à la vitesse idéale pour les poissons qui le suivent par centaines, trouvant un abri artificiel sous la coque. Les thons et les dorades coryphènes pullulent et Daniel s'amuse à les pêcher sans hameçon, juste avec un leurre balancé dans son sillage. Il peut ainsi faire le plein de protéines facilement. Jour après jour, le voilier se rapproche des Açores. Quelques bateaux croisent sa route, mais rares sont ceux qui se déroutent. Seul le Vega, un voilier français, s'approche pour demander si tout va bien à bord et s'il veut de l'aide. Daniel les remercie chaleureusement de leur sollicitude et demande simplement à l'équipage s'ils ont les moyens de contacter sa famille pour la rassurer et la tenir au courant de sa progression. Ce que le skipper s'engage à faire immédiatement. Puis, quelques semaines plus tard, c'est un voilier allemand qui le contacte par radio pour lui demander s'il a besoin d'eau ou de nourriture. Beaucoup d'autres voiliers passent à proximité, mais ne se manifestent pas et ne répondent pas aux appels radio. À chaque fois, ce comportement attriste et déçoit Daniel, qui se faisait une autre idée de la solidarité entre marins. Le 13 juin, un porte-container passe à proximité de lui. C'est l'occasion d'informer encore une fois sa famille et les prévenir qu'il avance un peu. L'officier de quart lui apprend qu'il y a une demande d'information panne sur lui. Il apprendra plus tard que c'est un ami qui s'est inquiété en voyant arriver au Croisty des bateaux qui étaient partis des Antilles bien après lui. Ne trouvant pas cela normal, il a contacté le Cross Criné qui a émis un panne dans le but d'éclaircir cette affaire. Fin juin, le bateau n'est plus qu'à une centaine de milles d'Horta, mais le vent tourne et le voilier se retrouve avec le vent dans le nez. Et ne pouvant tirer des bords avec son gréement de fortune, il recule, ce qui affecte fortement le moral de son capitaine. Le 3 juillet au matin, la VHF crépite. Une voix en anglais appelle un bateau en donnant une position estimée. Daniel pense qu'il s'agit peut-être de lui et répond avec son meilleur anglais. La réponse ne se fait pas attendre. « Ah, vous êtes français ?» C'est l'équipage du navire océanographique l'Atlante de l'Ifremer qui est à la recherche d'un bateau. L'officier radio lui demande s'il l'a vu ou s'il a entendu un message. À la suite de la réponse négative de Daniel, le radio demande si tout va bien à bord. Après avoir écouté la réponse, l'opérateur résume. « Si j'ai bien compris, vous êtes en forme, mais vous n'avez plus de mât ni de gazole. Vous avancez grâce à un gréement de fortune et comme vous avez le vent dans le nez, vous reculez, ce qui vous empêche de rejoindre Horta pour l'instant. » Daniel confirme. C'est bien ça. La réponse qui suit remonte immédiatement le moral de Daniel. En effet, l'Atlante l'informe qu'il se déroute immédiatement pour lui amener 80 litres de gazole. Peu de temps après, l'Atlante est là. Ils mettent un Zodiac à l'eau et lui amènent 4 bidons de carburant. Daniel peut ainsi continuer au moteur. Le lendemain, il a à nouveau des vents portants, ce qui lui permet de couper le moteur et de continuer à la voile. Le 6 juillet, il arrive à Horta, soit 1 mois et 3 semaines après son dématage. Maintenant qu'il est arrivé aux Açores et qu'il a rassuré sa famille, sa première préoccupation, c'est de se procurer un nouveau mât. Mais cela s'avère compliqué. Les Açores étant très isolés, le délai nécessaire à l'acheminement d'un nouveau mât est très long. Sans compter le prix du transport qui explose le budget. Par conséquent, il se dit qu'il n'est plus à sa près et qu'il a déjà traversé une bonne partie de l'Atlantique et qu'il peut bien continuer jusqu'en Bretagne.
Il achète 5 bidons de 20 litres pour compléter ceux qu'il possède déjà. Puis, il passe à la pompe pour faire le plein de ses jerrycans et de son réservoir, soit 300 litres de carburant. Il est maintenant prêt à repartir. Mais il décide de rester encore un peu à Horta pour profiter de la Coupe du Monde de football et voir la finale. C'est seulement après qu'il fait cap sur l'Espagne pour rejoindre le port de Bayona où il arrive le 30 juillet. Le temps de faire le plein et il repart pour la traversée du golfe de Gascogne jusqu'à Audierne où il passe quelques jours avec des amis avant de enfin regagner Saint-Malo qui marque la fin de son périple. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette histoire où nous avons pu voir que la patience et la persévérance peut aider à résoudre bien des problèmes en mer. Pour aller encore un peu plus loin dans cette aventure, je vous propose que l'on se retrouve tout de suite pour faire le bilan de cette histoire. Alors, première chose qui me semblait importante à dire, c'est déjà essayer de comprendre ce qu'a vécu Daniel. Alors, si on lit un petit peu ses retours, d'une part, il ne s'est jamais senti en insécurité. Par contre, il s'est senti souvent découragé. Et quand c'était le cas, quand il essayait de monter son mât et qu'à chaque fois ça échouait, il redescendait dans sa cabine. Son moyen pour se calmer, c'était de se regarder des vidéos, laisser passer le temps, ça lui permettait de réfléchir. Et quand il revenait sur le pont, souvent le lendemain, il revenait reboosté et prêt à continuer. Ça a duré quand même pendant 5 jours jusqu'à la réussite totale. Donc pour ma part, l'expérience que je retiens, c'est que même quand on est découragé, il faut continuer, et on voit que à la fin ça paye et que la réussite est là. Alors ce qui ressort également du compte-rendu de Daniel, c'est qu'il se félicite d'avoir amené suffisamment d'eau et de nourriture, beaucoup plus que pour une croisière normale. Il devrait y en avoir normalement pour un mois et demi, il en avait amené largement pour le double, et on voit que dans le cas d'un problème important comme la chute d'un mât, ça a payé de prévoir. Donc un conseil, prévoir plus d'eau et de nourriture que nécessaire pour une traversée ordinaire. Parlons maintenant de la technique employée par Daniel pour remater son bateau, pour le rendre à nouveau opérationnel. Il n'a pas choisi la technique la plus simple, il a choisi de remettre un mât unique, droit, haut, ce qui lui permettait d'avoir une grand voile et un tourmentin, donc un rendement qui soit pas mauvais, mais au niveau de la mise en place de ce type de mât, ça devient nettement plus compliqué. C'est pour ça qu'il a choisi de mettre en place ce mât avec une chèvre. Alors une chèvre, c'est quoi? C'est en fait un support croisé, comme ça, sur lequel on va placer le mât, qui va permettre de le lever déjà à une certaine hauteur, placer la base du mât dans son embase, et à partir de là, arriver à le relever. Mais avec la houle, les mouvements, c'était pas simple. Le pied peut partir à droite et à gauche, ce qui lui est arrivé d'ailleurs. Et donc c'est pour ça que ça lui a pris beaucoup plus de temps. Il existait une autre méthode, sûrement plus facile à mettre en place, mais certainement aussi moins efficace, puisque c'est celle, en fait, vous prenez 2 esparres, c'est-à-dire le restant de son mât, il aurait pu prendre son tango ou sa baume, puisqu'il avait les deux, les croiser comme ça, et faire un mât, en fait 2 mâts qui se rejoignent comme ça, et mettre une voile sur cette partie-là. Bien sûr, le rendement aurait été nettement moindre, mais la mise en place était beaucoup plus facile. Alors, ce qu'il a fait, c'était bien, il a gagné du temps, mais si jamais ça vous arrive et que vous avez du mal à le faire, tant pis, choisissez la deuxième méthode, prenez le système avec les 2 mâts reliés, croisés, appuyés sur les rebords du bateau, comme ça, et ça marchera aussi pour rejoindre un port. Alors une autre erreur qu'a commis Daniel, et qu'il regrette, c'est de ne pas avoir assuré tout son matériel. À un moment donné, il n'a pas attaché correctement sa baume, parce qu'il comptait s'en servir un peu plus tard, et du coup, dans un phénomène de houle, et on sait que c'est imprévisible, ça peut arriver à tout moment, d'un seul coup il y a la houle, comme on dit, venue de nulle part, et là ça a été le cas, et comme il était en train de tenir son embase de mât, il ne pouvait pas aller aussi assurer sa baume de l'autre côté, ce qui fait qu'à un moment donné, elle est partie à l'eau. Donc si ça vous arrive, essayez de toujours penser que à tout moment vous pouvez être secoué, couché, donc attachez tout le matériel que vous avez sauvé sur le pont, ça pourra toujours vous servir. Parlons maintenant des rencontres faites avec les autres bateaux.
Alors, Daniel avait fait le choix de ne pas avoir de téléphone satellite, ce qui fait qu'il ne pouvait pas prévenir sa famille de ses déboires. Bon, c'était un choix de sa part de ne pas avoir de téléphone parce qu'il se dit, si on a un téléphone mais que celui-ci tombe en panne, je ne pourrai pas prévenir la famille, ils vont s'inquiéter. De toute façon, le risque de créer de l'inquiétude dans la famille existait aussi. Et ça, c'est vrai. Donc, il a choisi de ne pas avoir de téléphone satellite, mais il fallait vraiment qu'il puisse prévenir sa famille pour pas qu'elle s'inquiète, car ça, c'est ce qui le minait le plus, en fait. Quand on se retrouve au milieu de l'eau, qu'on sait que les autres s'inquiètent pour nous, c'est beaucoup plus difficile. Quand on n'a que nous à s'occuper, ça peut aller. Mais s'il y a quelqu'un d'autre à terre qui s'inquiète, psychologiquement, c'est très dur à supporter. Donc, il a pu, heureusement, prévenir différents bateaux. D'abord, les porte-conteneurs. Hein, ils sont très souvent, si vous avez un problème, vous pouvez les appeler et ils répondent et ils peuvent transmettre les messages, comme Daniel a fait, et ça a très bien fonctionné. Par contre, Daniel a été assez déçu par la réaction de beaucoup de bateaux qui sont passés relativement proches de lui, qui n'ont pas répondu à ses appels, plutôt des voiliers dans ces cas-là, et qui sont passés comme ça. Mais bon, heureusement, il y a quand même quelques bateaux qui ont répondu, qui ont même été au-devant de lui pour lui porter assistance éventuellement. Donc l'esprit marin, heureusement, existe encore et il faut s'en féliciter. Pour les bateaux comme celui d'Ifremer, je crois qu'ils ont fait un très beau geste en venant lui apporter du gasoil, et on voit que ces gens-là, quand on est dans des difficultés comme celui de Daniel, savoir qu'il y a des gens encore comme ça qui sont presque déroutés et pour vous aider, je pense que ça remonte franchement le moral. Enfin, je suis admiratif de Daniel parce que faire ce qu'il a fait, c'est pas quelque chose de simple. Moralement, il faut tenir. En plus, une fois arrivé aux Açores, remettre le couvert, repartir, même si c'était avec un peu plus de gasoil, mais repartir pour l'Espagne, rentrer en France comme ça, je pense qu'on peut lui tirer notre chapeau. Voilà les amis, nous arrivons au bout de ce bilan. J'espère que ce partage d'expérience a enrichi vos connaissances. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller sur la chaîne, regarder tous les autres épisodes d'Histoire de mer, de lâcher un pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pourquoi pas, partager à votre tour votre expérience vécue en navigation. Car je suis persuadé que cela profitera à tous. Écrivez-moi à l'adresse que vous trouverez dans la description. Et quant à moi, en attendant de vous retrouver pour une nouvelle histoire de mer, je vous souhaite à tous de belles navigations. Et je vous dis à très bientôt.